Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mon bilan lecture du mois de juillet. Et vous allez le voir, j'ai fini ce mois de juillet avec énormément de lectures en cours, donc je vais aussi vous présenter ces lectures en cours en fin de vidéo. On commence tout de suite avec une lecture que j'ai adorée. Le premier tome de Witch and God, Les Dieux du Temps, du coup qui est le spin-off de Witch and God. Et cette fois-ci c'est le Chant de Pasiphae. J'ai tellement aimé ce livre. C'est de Liveston, publié aux éditions BMR. C'est une saga que j'adore, vraiment. Je savais que ça allait être une valeur sûre, mais je ne m'attendais pas à aimer autant celui-ci et à retrouver tout ce que j'avais aimé dans les précédents finalement en lisant celui-ci. Le principe dans cette saga, c'est qu'on suit des sorcières qui vivent dans notre monde et qui vont devoir en fait créer des alliances avec les dieux, puisque finalement en fait c'est une guerre ancestrale qui se joue entre les dieux grecs et les sorcières, et du coup on a cette part de mythologie qui est très présente mais qui en même temps est incorporée dans notre monde, donc on est vraiment sur un roman fantastique et j'adore ça. Ici on va suivre Pasiphae, une sorcière qui est passionnée par l'histoire. Mais surtout Pasiphae, elle a un petit souci, c'est que en fait elle n'est pas en couple et un peu tout le monde dans son entourage la tanne par rapport à ça parce que tout le monde est casé en fait sauf elle, et elle a une de ses amies qui a créé un système de rencontres arrangées etc. Mais finalement puisqu'on est dans une histoire où il y a de la magie etc, et bien en fait ils ont aussi en plus de ce système de rencontres une boussole qui permet de déterminer qui est ton âme sœur dans le monde. Et du coup et bien Pasiphae elle va se prendre à ce jeu là même si elle y croit pas trop, et elle va finir par utiliser cette boussole qui est censée la guider à son âme sœur. Sauf qu'au lieu de se retrouver auprès de quelqu'un, elle se retrouve bien propulsée dans le passé, en pleine guerre de Troie, où là-bas elle va retrouver Phobos. Phobos est un dieu grec qu'elle connaît, qu'elle côtoie dans son quotidien, mais qu'elle apprécie pas plus que ça, voilà. De toute façon, en même temps, Phobos c'est le dieu de la terreur et clairement il lui fout la trouille, du coup voilà. Mais dans le passé et en pleine guerre de Troie, les enjeux ne sont pas les mêmes et elle n'aura pas d'autre choix que de trouver une alliance avec Phobos. Mais surtout, en fait les choses ne s'arrêtent pas là, l'histoire ne reste pas uniquement dans le passé, je veux pas trop vous en dire, mais voilà, on a cette partie saut dans le temps, mais elle revient au moment présent à un moment donné, et c'est là en fait que les choses vont changer vraiment, et que du coup cette romance va prendre son envol aussi. Il y a des enjeux aussi qui sont un peu plus liés à ce qu'elle va retrouver dans le passé, et ce que j'ai apprécié ici, c'est qu'on va découvrir aussi d'autres peuples, d'autres cultures, d'autres créatures, et c'est super intéressant de ce côté-là. En tout cas, j'ai adoré la romance qui est vraiment trop chouette, on est clairement sur un Grumpy Sunshine, et il y a tellement de décalages aussi entre la manière de vivre des sorcières et celle des dieux. Enfin, clairement en fait les dieux, à partir du moment où on leur parle de voyager, pas dans le temps, hein, juste de voyager sur une planète, en fait ils pensent direct à se téléporter, tu vois, alors que les sorcières elles sont plus oui bon comment on peut le faire, plus à la façon humaine, donc genre par exemple en prenant la voiture, l'avion ou autre, et franchement c'est super intéressant de voir ça. Bref, j'adore, j'ai passé un trop bon moment de lecture, c'est un petit bonbon, une bulle de douceur, les personnages sont toujours très touchants, j'ai adoré de voir les relations qu'ils pouvaient avoir entre eux et surtout avec les personnages secondaires, je trouvais ça super intéressant. Bref, un livre que je ne peux que vous recommander, une saga que je ne peux que vous recommander dans son entièreté, et ça tombe bien puisque cette saga elle est disponible en audio sur toutes les applications de lecture. Vous avez les liens de BookBeat et Audible si vous le souhaitez pour découvrir ces applications dans la description. C'est toujours un plaisir de vous partager ces liens là parce que clairement j'adore ces applications, j'adore travailler avec eux mais surtout les utiliser au quotidien, donc je vous invite vivement à découvrir ces livres audio qui sont super qualitatifs, qui sont tellement prenants, et en même temps à kiffer juste vos lectures, votre écoute, à faire des choses qui vous plaît en écoutant ça. Vraiment, c'est le genre de romantasy qui n'a pas un univers fantasy trop développé puisqu'on est sur du fantastique, donc en fait vu que de base c'est basé dans notre univers et qu'on ajoute des touches de paranormal, des touches de mythologie etc, et bien finalement c'est carrément plus accessible de se plonger dedans, et typiquement c'est le genre de livre que je ne peux que vous recommander pour commencer les livres audio, pour voir aussi comment vous arrivez à gérer votre concentration lorsque vous écoutez un livre tout simplement. Une belle pépite, et j'ai hâte de lire la suite, prévue à l'automne je crois, pour le deuxième tome, et franchement je suis impatiente. On n'est clairement pas dans l'ordre de mes lectures puisque clairement le suivant c'est Cursed Crowns de Catherine Doll et Catherine Weber, et en fait je viens tout juste de le terminer, pour le coup c'est le dernier que j'ai fini dans toute cette liste, et c'est publié aux éditions Bayard. Il s'agit du deuxième tome de la saga Twin Crowns, et franchement je suis trop contente d'avoir pu lire ce livre parce que j'avais bien aimé Twin Crowns mais moyennement. C'est-à-dire qu'il y avait des choses qui étaient très sympas autour de l'univers, autour du contexte, du fait d'avoir deux sœurs qui se battent pour un trône, l'usurpation d'identité,
identité, etc. La question de la magie et de comment celle-ci est opprimée en fait dans cette communauté, dans ce peuple, etc. Et les enjeux politiques. Il y avait beaucoup de choses qui étaient très intéressantes, mais malheureusement pas suffisamment approfondies à mon goût et trop prévisibles parfois. Des choses qui étaient un peu des facilités scénaristiques un peu évidentes, mais c'est aussi lié au fait qu'on est sur un roman young adulte en soi. Bref, j'avais bien aimé le premier tome, suffisamment pour avoir envie de découvrir la suite, et je suis trop contente d'avoir lu la suite. Parce que si le début m'a vraiment semblé aussi pareil, très facile, très évident et prévisible, comme ça l'était pour le premier tome, eh bien je trouve que les choses ont grandement évolué au fur et à mesure de ma lecture. J'ai su me laisser surprendre par certains éléments, j'ai pu apprécier la découverte des nouveaux mondes qu'il y a autour d'Eana parce que en fait finalement c'est un petit peu plus vaste que ça et c'est trop chouette de découvrir ces nouveaux territoires, que ce soit le désert ou les montagnes enneigées, et franchement j'ai adoré. La question de la magie, de l'impact qu'elle peut avoir sur soi, surtout quand on s'adonne à de la magie noire, de la magie de sang, et l'impact que ça peut avoir à la fois sur soi en tant que sorcier, mais aussi sur tous les autres finalement. On a aussi ici la question du deuil qui est présente et franchement c'était super intéressant de voir cela traité ici et ainsi parce que clairement je trouve que c'est un bon parti pris du deuil, mine de rien, autour des pertes d'êtres vraiment très chers et très proches. Et puis on y retrouve aussi des personnages qui sont un petit peu gris, en nuancé en tout cas, et en particulier le roi de Gevra qui moi m'a complètement convaincue. Je trouve que c'est super intéressant de voir que au-delà de la surface qui peut être parfois un peu froide, en fait on a tous un petit cœur sensible et ça franchement très appréciable. Mais j'avoue que voilà, on reste quand même sur ce côté un peu cliché, parfois prévisible mine de rien, et en particulier autour du comportement des protagonistes, puisque d'un côté on a Rose qui elle est toute douce, toute mignonne, adorable, vraiment la reine bienveillante, et de l'autre côté on a Vren qui est complètement intrépide et qui fonce dans le tas et qui prend des décisions parfois complètement irraisonnables, et en même temps c'est comment elles sont, ça fait partie de leurs caractéristiques même si parfois ça peut être un peu caricaturé. D'un autre côté je trouve qu'elles se complètent très bien et c'est du coup appréciable d'avoir deux reines dans ce cas-là qui se complètent aussi bien et du coup de ne pas avoir un doublon finalement dans leur façon d'être. J'aime beaucoup, il y a de très très bons éléments, il y a des choses super intéressantes en termes de développement de l'histoire et de l'intrigue, il y a des choses qui sont prévisibles, il y en a d'autres qui ne le sont pas. On a un petit triangle amoureux encore une fois, mais pour le coup alors celui-ci je m'en fiche en fait, moi j'ai déjà choisi, j'espère qu'elle choisira la même personne que moi du coup voilà, mais clairement j'espère aussi que si vous avez lu le premier et que vous l'avez moyennement aimé, vous donnerez quand même une chance au deuxième parce que clairement il est génial, et celui-ci aussi existe en livre audio si jamais vous le souhaitez. Ensuite je vais vous parler d'un livre que je n'ai pas en ma possession, en tout cas pas encore, et que j'ai hâte de recevoir un jour. Il s'agit des Braises de la guerre, donc le premier tome de la guerre des cœurs égarés de Carissa Broadbent, publié aux éditions Bookmark. Je l'ai bien entamé en juin, d'ailleurs je vous en ai parlé aussi un peu dans le bilan lecture du mois de juin, et je l'ai terminé en juillet et clairement il est génial, vraiment incroyable, j'ai adoré cette lecture. On est ici sur une histoire de fantasy dans laquelle on va suivre Tissaana qui a fui en fait son peuple au moment où il est devenu assouvi à l'esclavage et elle a été séparée de sa mère brutalement. Elle s'est retrouvée esclave avec pour seule envie et seul objectif dans la vie de payer sa liberté. Donc elle a économisé la moindre pièce qu'elle pouvait avoir pour pouvoir un jour payer sa liberté jusqu'à ce que ce jour arrive et qu'elle puisse enfin devenir libre. Sauf que les choses ne se passent pas du tout comme prévu et elle se retrouve à devoir fuir vers le royaume vers lequel elle avait prévu d'aller à la base, un royaume dans lequel en fait la magie est vraiment utilisée et où chacun des êtres peut être formé à la magie à partir du moment où ils en possèdent un peu en eux. Et Tissaana, elle est pas 100% dotée de magie, mais elle est une fragmentée, donc elle est partiellement dotée de magie et partiellement simplement humaine. Et du coup, elle va apprendre la magie aux côtés de Max, qui lui est complètement réticent à lui enseigner ça puisqu'il a été meurtri par les guerres passées et clairement il est très réfractaire à l'idée en fait d'enclencher de nouveau une guerre. Pour autant, Tissaana elle est déterminée à apprendre à maîtriser la magie autrement que de simplement faire des papillons et surtout à aller sauver son meilleur ami qu'elle a laissé derrière elle en quittant de manière très brusque et rapide l'endroit où elle était retenue captive. Et en fait, c'est juste génial. J'ai adoré cette relation qui se développe progressivement entre Tissaana et Max. On est clairement sur un slow burn, Grumpy Sunshine qui est juste mais hyper appréciable. Clairement, j'ai adoré, vraiment. Le système de magie est super intéressant, basé sur des statagrammes. Franchement, j'adore quand il y a des choses qui sont mises en jeu et qui complexifient la magie et que voilà, c'est pas juste t'arrives à faire de la magie comme ça. Mais il n'y a pas que ça, puisqu'on a aussi une question de magie noire, une magie obscure qui prend possession de ton corps et qui a presque une facette en fait d'humain
humanité et du coup avec laquelle tu as une dualité en fait interne, puisque c'est comme si le corps était possédé par deux personnes, toi-même et l'être de magie noire. C'est juste incroyable, franchement j'ai adoré. Et puis en plus de ça, toute une question de politique, de la place des autres, de savoir comment mener ses combats et comment ne pas se faire avoir par ceux des autres, etc. etc. Et franchement j'ai adoré. Encore une fois, je ne peux que vous recommander cette lecture. Moi personnellement je lui trouve aucun défaut. Peut-être que le début sera un peu lent pour certaines personnes, puisqu'on est clairement sur un début d'histoire qui est un peu contemplatif, où elle apprend à maîtriser ses pouvoirs, etc. Mais honnêtement je trouve que ça vaut vraiment le coup et qu'il y a vraiment de jolis messages qui sont transmis à travers ce roman. Puis on en parle du détail de la traduction qui allait jusqu'à former des phrases qui avaient du sens mais n'étaient pas parfaites pour expliquer, représenter le fait que Tissaana ne s'exprime pas parfaitement dans la langue du pays dans lequel elle se trouve, puisque ce n'est pas sa langue natale. Franchement j'ai trouvé ça juste incroyable. Alors vous l'aurez compris, je vous en ai déjà parlé à maintes reprises, mais je vous en reparlerai encore probablement. J'ai adoré Les Braises de la guerre et je vous invite vivement à aller découvrir ce livre. D'ailleurs c'est un roman de Carissa Broadbent et c'est une autrice mais qui pour le moment ne m'a absolument pas déçue, au contraire. J'ai eu un énorme coup de cœur pour Le Serpent et le Descendant de la Nuit et je n'ai qu'une hâte, c'est d'attendre l'apparition du deuxième tome le mois prochain pour pouvoir découvrir la suite du Serpent et le Descendant de la Nuit, parce que vraiment c'est des pépites. On continue avec une autre lecture, j'ai continué la saga Married to Magic de Elise Kova avec un duel avec le Seigneur Vampire. Franchement une belle pépite et c'est paru aux éditions Big Bang. J'ai vachement bien aimé ce tome, mais plutôt côté intrigue, fantasy, etc. plus que de romance. Un peu dommage parce que pour le coup c'était l'inverse que j'avais relevé pour les tomes précédents, donc on n'est pas tout à fait dans la même lignée que les tomes précédents et pour le coup je sais pas si ça correspondra tout autant aux personnes qui ont adoré les premiers et qui veulent continuer du coup la saga dans cette continuité. C'est-à-dire qu'en fait les premiers tomes sont très centrés sur la romance, avec des romances qui sont somme toute très chouettes, mais un univers de fantasy qui est peu développé, et donc forcément vu que chaque tome traite d'un peuple différent dans ce même univers de fantasy, ça donne envie de connaître un petit peu plus de choses sur le Mythscape et donc de lire les tomes suivants pour en apprendre un peu plus forcément. Dans cette histoire on va suivre Floriane qui est demoiselle de la Forge. Son objectif et son seul but en étant demoiselle de la Forge, c'est de forger des armes et des armures selon du coup son savoir-faire familial pour protéger et pour permettre aux chasseurs de combattre les vampires qui attaquent leur village à chaque pleine lune, et en particulier au moment où les seigneurs vampires est le plus fort, lors de la lune de sang. Donc Floriane elle a beau passer son temps à forger des armes etc, elle n'est jamais vraiment dans l'action dans ce combat, et pour autant elle aimerait beaucoup prendre un peu le devant, parce qu'elle voit à chaque fois son frère jumeau partir se battre. Elle a déjà perdu son père dans ce contexte-là et du coup elle voudrait juste pouvoir sauver un peu plus son peuple et faire en sorte surtout de ne pas perdre des êtres qui lui sont chers, ses êtres proches, et donc elle va tout faire pour aller justement combattre lors d'une lune de sang. Mais les choses ne se passent pas du tout comme prévu et elle se retrouve repérée par le Seigneur Vampire. Et en fin de compte, elle va apprendre plein de choses à propos des vampires, que de nombreuses convictions qu'elle avait sont complètement fausses et erronées, et elle va remettre en question énormément de choses qu'elle s'est représentées depuis toute sa vie, qui lui ont été transmises depuis toute sa vie, etc. Et plutôt se battre aux côtés des vampires. Et franchement, j'ai adoré. On a vraiment une question de la confiance, une question de la relation avec les autres, de l'acceptation de la différence, de l'acceptation des autres, de l'appréhension aussi qu'il peut y avoir à être face à un vampire alors que c'est pas forcément un être maléfique. Mais pour autant, on a des vampires qui peuvent aussi être très maléfiques, parce que tous ne sont pas gentils, et qui ont une représentation vraiment très sombre, très démoniaque, etc. Et franchement, ça m'a grandement plu de ce côté-là, même si bien sûr on a aussi le vampire gentil et beau gosse, hein, voilà, le petit classique et les petits clichés, mais franchement c'était super intéressant. Par contre, du côté de la romance, moi ce que je reproche ici, c'est que entre les personnages, on a un échange de sang qui est fait, c'est clairement lié à l'intrigue, et à force d'avoir cet échange de sang, et ben il y a un lien qui se crée entre les personnages, une sorte d'addiction, un lien sensoriel un peu plus profond, et en fait c'est ce lien là qui va faire qu'ils vont tomber amoureux, ou en tout cas qu'ils vont commencer à ressentir des sentiments, et on sait pas trop si ça vient vraiment de ce lien ou pas. C'est remis en question, mais clairement bien trop tard dans l'histoire selon moi, et on a ce sentiment en fait que la romance elle tombe du ciel, qu'elle n'a pas vraiment eu une évolution comme on pourrait s'y attendre entre deux personnages, et plutôt que juste d'un coup d'un seul, en fait du jour au lendemain ils se rendent compte qu'ils sont hyper attirés l'un par l'autre, et qu'en fait c'est plus que ça et que c'est des sentiments, et du coup bon, ça m'a un petit peu déçue.
mais il y a vraiment des enjeux qui sont politiques, des enjeux de société et tout qui sont super intéressants. Encore une fois, le lien avec le reste du Mythscape est plutôt faible, on l'a un petit peu, mais c'est quand même plutôt faible et j'en attendais un petit peu plus de ce côté-là pour justement bien faire le lien entre les différents livres, entre les différents univers et mieux comprendre l'ensemble de cet univers qui est juste super intéressant, mais qu'on n'a que par petites bribes dans chacun des tomes et ça c'est un petit peu dommage. Bref, dans l'ensemble ça reste quand même une très très bonne lecture et je vous recommande vivement de découvrir cet univers si ça vous intéresse. Si vous avez envie de découvrir des romans de fantasy qui ont une part de romance très présente quand même, parce que mine de rien, la fantasy a beau être un peu plus développée dans ce tome, ça reste quand même plutôt léger par rapport à d'autres romans de fantasy que vous pourriez trouver ailleurs, mais en tout cas c'est très sympa et ça peut être une bonne romance de fantasy pour commencer le genre par exemple. En juillet, j'ai également lu En équilibre de Morgane Moncomble qui est également disponible en livre audio, lu par Charlotte Gagnor. Si jamais ça vous intéresse de découvrir un petit peu plus sur le travail de Charlotte, je l'ai interviewée, donc vous avez toute une vidéo d'1 heure sur l'envers du décor du livre audio, comment c'est enregistré, en quoi consiste le métier de narrateur de livre audio, etc. Bref, c'est passionnant, donc je vous invite vivement à aller regarder cette interview si ça vous intéresse. Ici, ce livre est publié aux éditions Hugo dans leur collection New Way, donc on est sur un roman young adulte dans lequel on va suivre Lara. Lara vit à New York avec sa mère et sa sœur jumelle et elle est passionnée de cirque, en particulier de cerceau aérien. Sauf que, eh bien, après un été, en fait, Lara se rend compte que elle s'est un petit peu détachée de sa sœur, en tout cas, elles qui ont été fusionnelles toute leur vie, bah là, elle commence à plus aspirer aux mêmes choses, et c'est normal en soi, mais c'est très compliqué de l'accepter. Et en fait, la sœur de Lara décide d'arrêter le cirque, sauf que c'est clairement la passion de Lara. Et du coup, bah, pour continuer cette passion, il va falloir qu'elle accepte de faire confiance en d'autres personnes, parce que pratiquer le cerceau seule, c'est clairement impossible pour elle, d'autant plus que Lara elle souffre d'anxiété et elle a aussi des peurs qui lui sont très profondes, ancrées en elle et qui l'amènent à envisager en fait le pire dans chacune des situations. Donc clairement faire du cerceau aérien seule c'est impossible pour elle et il va falloir de toute façon qu'elle trouve un coéquipier ou une coéquipière pour cela. C'est alors qu'elle se rend compte que son rival d'un point de vue scolaire qui est clairement un peu meilleur qu'elle et donc elle se bat sans cesse pour être la meilleure et avoir de meilleures notes que lui, tout ça, et en fait une personne qui a déjà fait du cirque et qui est très familier avec le milieu du cirque justement. Donc elle va essayer de lui demander de l'aide et essayer de le convaincre de rejoindre le milieu du cirque et de s'entraîner avec elle, sauf que Casey n'est absolument pas partant pour au départ, puisque lui en fait tout ce qu'il voulait c'était justement montrer à sa famille qu'il ne voulait pas continuer le cirque, que c'était pas quelque chose qu'il voulait faire. En fait sa famille tient un cabaret, en fait il voulait juste un peu prendre sa liberté au-delà et en dehors en fait des attentes de sa famille. Et à l'inverse Lara elle fait aussi tout ça parce que continuer dans le milieu du cirque c'est aussi continuer dans sa passion, quand bien même c'est pas très accepté par sa famille qui lui met énormément de pression. Sa maman est clairement grossophobe envers elle, elle a des exigences de son niveau scolaire qui sont très très hautes et pratiquement inatteignables, d'autant plus que Lara donne tout ce qu'elle peut et tout son temps et toute son énergie pour y arriver. Mais bref, Lara va essayer comme elle peut d'être à la hauteur, d'être même la meilleure, même si c'est pas si évident que ça, et surtout que ça a un énorme impact sur son anxiété, sur sa confiance en elle et sur son estime de soi. Et franchement, c'est un chemin de vie qui est juste merveilleux. J'ai adoré découvrir cette histoire. Pour autant, je sais pas si c'est parce que c'est un Morgane Moncomble ou pas, mais je ressens toujours la même chose au niveau des romances. J'ai l'impression qu'elles sont sympas, mais sans plus. Et ça, c'est un peu dommage dans une romance. Parce que même si je vous ai expliqué tout ce chemin de vie, on est clairement sur une romance young adulte. Et c'est franchement dommage dans un genre tel que l'histoire d'amour ne soit pas ce qui me transporte, ce qui me transcende au cours de ma lecture telle que je l'attendrai. Et clairement, c'est pas la première fois que je ressens ça en lisant un livre de Morgane Moncomble. Je pense que je suis juste pas suffisamment réceptive à sa plume et à sa manière de transmettre les émotions entre les personnages. Je trouve toujours que c'est très sympa, mais il manque toujours un petit truc qui fait que c'est un énorme coup de cœur et que je ressens à fond les sentiments des personnages, leur manière d'évoluer dans leurs relations, etc. Et ça, c'est un peu dommage. Pour autant, les sujets abordés sont super intéressants et je pense qu'ils pourraient correspondre à un grand nombre de personnes. Donc franchement, un livre peut-être à découvrir, ce sont des sujets qui vous tiennent à cœur et j'ai vraiment apprécié la part de la confiance en soi aussi d'un point de vue physique et de la grossophobie qui est quand même assez présente mine de rien et qui peut toucher aussi certaines personnes, donc attention à vous. Je termine avec mes lectures en cours. En cette fin de juillet, j'ai lu Love on the Brain. Je l'ai pas terminé en juillet, mais ce sera fait en août sans souci. Il s'agit de la lecture commune du Discord sur le mois de juillet, donc forcément, va falloir que je m'active un petit peu pour avancer dedans, mais c'est pas un problème puisque j'en suis à la moitié et
je commence clairement à le dévorer. J'adore cette lecture. C'est un peu prévisible sur certains points, c'est un peu cliché côté scientifique, mais franchement c'est très chouette et je pense qu'il va y avoir des petits rebondissements, des petits retournements de situation que je ne vais pas voir venir parce que là déjà il commence à se passer des petites choses que j'ai pas trop senti venir, donc c'est plutôt chouette. Il y a beaucoup d'autodérision, c'est très drôle et franchement c'est léger, c'est frais, c'est parfait pour l'été. Donc je vous invite vivement à découvrir cette histoire de Elias Elwood si jamais ça vous intéresse. Celui-ci sort en audio à la fin du mois d'août, je vous en ai parlé dans la vidéo des parutions livresques du mois d'août si cela vous intéresse. Et vous avez aussi The Love Hypothesis en audio déjà si jamais vous le souhaitez. Côté Young Adult, il y a aussi Check and Mate que j'avais vraiment bien aimé également, mais je pense que je suis un peu plus réceptive à cela puisqu'ils abordent le côté scientifique et en tant que chimiste, bah forcément c'est quelque chose qui me touche aussi, mais surtout eh bien il y a ce côté dimension New Adult avec des personnages un peu plus adultes justement dans lesquels on peut se retrouver un peu plus facilement lorsque bah forcément les personnages ont à peu près notre âge. Vous allez vous dire que j'abuse puisque dans le bilan lecture du mois de juin je vous ai dit que j'étais en train de lire The Curse of Saints de Claire Dramis. Eh bien je l'ai repris mais je l'ai toujours pas terminé. Par contre je suis à fond dedans, je l'ai presque terminé et franchement si fin juin j'étais un petit peu mitigée par rapport à cette lecture et j'avais moins envie de continuer, eh bien les choses ont un petit peu changé au fur et à mesure puisque je trouve que c'est une histoire qui a un gros ventre mou en fait, mais quand on continue et qu'on creuse un petit peu ça peut être très sympa. Donc en tout cas cette fin de roman est pleine d'action, de rebondissements, ça donne envie de découvrir la suite, mais attention parce qu'il y a quand même un triangle amoureux qui s'installe et j'ai un peu peur qu'elle soit très présent dans le tome 2, donc à voir ce que ça donnera parce que c'était pas du tout ce que j'attendais ici. Et dans mes lectures en cours il y a également Freaking Romance, donc le premier tome, donc aux éditions Neotoon de Snailords, qui est un webtoon que j'aime beaucoup. J'en ai pas lu énormément pour le moment, mais franchement j'adore et j'aimerais beaucoup me replonger dedans parce que clairement c'est une histoire qui est trop chouette, mais en plus de ça, les dessins sont magnifiques. Et puis j'aime beaucoup ce côté paranormal avec le fait qu'il y a un fantôme, etc. Que en fait qu'elle puisse le voir mais que lui ne la voit pas, et par contre ils ont tous les deux un lien avec le chat. Enfin c'est juste génial et j'ai hâte d'en savoir un petit peu plus. Voilà donc pour toutes mes lectures du mois de juillet, j'espère sincèrement que ce bilan lecture vous a plu. Je vous remercie sincèrement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous fais de très gros bisous en attendant la prochaine vidéo. Ciao!